TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce mardi. Dans l'actualité, il y a d'abord la session régionale des différentes unités de gestion du projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Les parties prenantes sont à Lomé pour mettre en place des approches communes. Au sommaire, également la formation des comptables, contrôleurs de gestion et caissiers. Ils approfondissent leurs connaissances pour de meilleurs résultats dans l'exercice de leur métier. Le dossier de ce journal sera consacré à une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits bio made in Togo. Avisarl 100% bio est à découvrir dans un instant. Et puis, la 5e édition du Festival Club d'anglais a débuté. Lycéens et universitaires y prennent part. L'annonce est faite lors d'une conférence de presse à Lomé. En savoir davantage en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. 4 pays réunis pour faire face aux défis sécuritaires et climatiques qui impactent la vie des communautés. Le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont initié le projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée pour renforcer la résilience de ces communautés. Après quelques mois de mise en œuvre, les différentes unités de gestion du dit projet sont à Lomé pour mettre en place des approches communes à adopter pour la réussite de ce projet financé par la Banque mondiale. Dodo Aré. Tous ici ont en commun le bien-être des communautés, surtout en zone frontalière. Le projet COSO est l'instrument mis en branle depuis près de 2 ans pour combattre les conflits, violences intercommunautaires, insécurité et risques climatiques qui fragilisent ces communautés. Au Togo, c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui pilote ce projet dans plusieurs cantons. Le projet s'exécute prioritairement dans notre pays, dans 40 cantons, dont 36 dans la région des Savanes, 2 à titre expérimental dans la région de la Kara et 2 à titre expérimental toujours dans la région centrale. Donc au total, nous sommes dans 40 cantons de notre pays. Les 36 cantons sont ceux qui font frontière avec le Burkina, le Ghana et le Bénin. Sur le terrain, 79 sous-projets ont été identifiés. Parmi ces projets, la construction des infrastructures communautaires. L'enveloppe financière du COSO pour les 4 pays est à 450 millions de dollars, 33 milliards de francs CFA pour le Togo. Et c'est la Banque mondiale qui accompagne les États dans la réduction de la vulnérabilité des populations. La Banque mondiale a répondu favorablement à la demande du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, en octroyant en mars 2022 un montant de 450 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du projet COSO. Il est attendu que ce nouveau projet bénéficiera à environ 4600 communautés dans les zones cibles des 4 pays. À travers le projet COSO, la Banque mondiale souhaite soutenir la mutualisation des efforts des pays pour faire face ensemble à leurs risques de fragilité à dimension locale, nationale et transnationale. Les différentes parties prenantes du projet COSO ont 4 jours pour identifier les actions stratégiques urgentes à mettre en place pour répondre aux défis collectifs qui compromettent le développement de leurs États. Pour le Togo, ce n'est que la continuité des différents projets sociaux qui font déjà leurs preuves dans les communautés. Pour le Togo, le projet COSO vient en complément des initiatives prises en matière d'amélioration de l'accès des populations ciblées aux services sociaux de base, d'inclusion, d'engagement et de participation communautaire aux actions de développement. Mais l'une des grandes valeurs ajoutées du projet COSO pour le Togo, c'est son fort alignement avec les orientations nationales en termes d'approche de mise en œuvre, à savoir
le développement conduit par les communautés. En mettant l'accent sur la connectivité, l'accès à l'eau et à l'électricité et sur les activités économiques des communautés, le projet COSO renforce les investissements dans les zones frontalières les plus à risque de nos 4 pays. Le projet COSO a une durée de 5 ans. Les pays ne sont qu'à la première année de mise en œuvre. Nous l'annoncions un peu plus haut, chefs comptables, contrôleurs de gestion et caissiers font une mise à jour de leurs compétences. C'est une rencontre organisée par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle et partenaires. Objectif, relever leur niveau de qualification pour de meilleures performances. Sandra Gauthier, reportage présenté par Carmen Madi Akakou. Chefs comptables, contrôleurs de gestion et caissiers venus de plusieurs pays africains renforcent leurs connaissances sur l'analyse financière et économique. Initiative portée par le RAFRO, Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, en collaboration avec le FNAF-PP. Le Togo étant déjà en avant sur le réseau, sur les autres institutions africaines, c'est dans ce concept au cours des échanges, des réunions, des comités, que les autres réseaux ont compris l'avancée du Togo par rapport aux nouvelles réformes et ont choisi notre Togo qui est déjà un hub de services de qualité et ils ont accepté maintenant de venir s'outiller, de s'inspirer par rapport à l'expérience du Togo. Courant cette formation, ils seront tous outillés afin d'uniformiser la gestion du budget qu'alloue chaque État aux institutions. Créé en 2006, le RAFRO veut regrouper les institutions et fonds de formation professionnelle pour s'imposer dans le domaine et capitaliser les expériences en vue d'une synergie d'action dans les pays membres. Nos attentes, c'est que les participants puissent bien comprendre ou enregistrer la formation, maîtriser ce qui sera dit. Parce qu'ici, il est question de l'argent, le nerf de la guerre. Et si les fonds sont bien gérés, par ce qu'on est en train de former, nous pensons que nous pouvons relever les défis. Et les défis, principalement, c'est accompagner les opérateurs économiques à avoir plus de compétences, créer plus de richesses. L'atelier de Lomé a rassemblé des membres venus du Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Du côté de Sokodé, ce sont les fêtières des communes du Togo qui renforcent leur capacité en gestion de finances locales. Il a été constaté des manquements à ce niveau et c'est pour recadrer chacun dans son domaine que s'est tenue cette rencontre. Désiré Aloué. La gestion efficace des finances locales, une préoccupation de la fêtière des communes du Togo. Le cadre légal, les responsabilités, outils et méthodes des enjeux. Thématiques d'actualité à maîtriser afin de recadrer les compétences. Les acteurs financiers de 28 communes à travers le pays, plus les trésoriers régionaux, la direction des marchés publics, l'OTR et les autres acteurs sont à cette école de qui fait quoi et comment, afin d'éviter l'amalgame et faire face à la gestion efficace des fonds accordés. C'est une rencontre qui va cadrer chacun dans son rôle. Ces ateliers qui viennent à point nommé vont remonter le savoir-faire dans les pratiques de gestion financière des ressources aux maires qui vont s'adapter. Nous tenons à ce que, au sortir de cet atelier, que tous les participants puissent restituer le contenu afin que l'État puisse trouver un résultat probant dans la gestion des ressources des communes du Togo. La matérialisation des projets de développement au bénéfice des populations se repose beaucoup sur les compétences des communes et la gestion efficace des crédits alloués, chose à maîtriser. Au jour d'aujourd'hui, la transparence est vraiment de mise dans toutes les institutions. Cette rencontre nous a permis
et beaucoup d'échanger sur les préparations et l'exécution vraiment du budget communal. La rencontre, selon le préfet de Tchaoudjo, le colonel Matendo Mompion, reste capitale. Il devient urgent de lever tous les goulots d'étranglement, un débat sans tabou, afin que chacun soit recadré dans sa compétence pour un meilleur usage de bonnes pratiques de gestion des finances entre les acteurs. La coopération allemande, au travers de la GIZ Prodeg 4, soutient la formation à mettre à l'actif de la fêtière de commune du Togo, FCT. Venons-en au dossier du jour, à la découverte d'une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits 100% bio made in Togo. Quels produits propose l'entreprise Avisarl sur le marché et comment se fait le conditionnement? Voyons cela avec Edwige Atapa Bassabi et Eli Agba Niadao. Notin, à 94 km de Lomé. Ici est implantée la société Avisarl Agrovision Initiative, une structure spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits togolais. Des farines de soja, des thés et bien d'autres gammes de produits sont transformés dans cette usine. Des produits locaux transformés sur place. Un processus qui part de la torréfication au conditionnement. Après la torréfaction, on passe à la mouture. Nous faisons le conditionnement. C'est ça que nous sommes en train de faire. Ici, c'est le remplissage que je suis en train de faire. La balance est déjà programmée sur 350 grammes. Quand ça atteint les 350 grammes, tu appuies et puis tu remplis dans l'emballage là. Après, ça passe au niveau du scellage. Après le scellage, nous faisons la mise en carton. C'est en douzaine. Après, on passe au stockage. Avisarl cultive ses matières premières, soja, manioc, maïs, curcuma, gingembre et du desmodium certifié bio, une véritable chaîne de valeur qui est mise en place par la société Agrovision Initiative qui emploie aujourd'hui plus d'une centaine de personnes. L'exploitation que nous faisons. Mais depuis un bon moment, nous avons réfléchi, dit il faut que nous commençons par manger nos propres produits. Surtout que c'est des produits sains qui ne sont pas herbicidés. Et donc, nous avons, dès cette année déjà, commencé la transformation. Et la transformation, nous avons sorti 7 produits. Le desmodium, qui est un produit très rare, c'est le numéro 1 mondial pour la prévention des maux de foie et le traitement des maux hépatites. Avant, nous livrons ça au laboratoire en Europe. Aujourd'hui, nous les transformons ici, nous les avons mis en thé pour que nos populations togolaises aussi puissent en consommer et prévenir les maux de foie. Et de 2023, que nous puissions installer l'usine à grande échelle. Puisque nous avons aussi à transformer notre soja biologique maintenant en touto. Nous, à Avis, nos produits, ce n'est pas seulement naturel, mais c'est certifié biologique. Biologique par l'Union européenne et les États-Unis. Et aussi l'INH, l'ITRA a certifié. Je vais dire à toute la population de commencer par consommer nos produits. C'est des produits de chez nous. Agrovision Initiative commercialise depuis 2015 8 produits certifiés bio à l'international. Au-delà de ses propres champs, Avisarl organise des producteurs en groupement et les finance pour une production biologique. Elle ambitionne devenir un leader dans l'agroalimentaire afin de contribuer à la création d'emplois. Retenez aussi que l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a ouvert ce lundi à Lomé sa 9e session de formation. Une remise à niveau des décideurs et professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment. Ils sont venus de 14 pays d'Afrique pour mettre en œuvre le nouvel agenda urbain. Sandra Diabé. Les architectes, urbanistes et gestionnaires formés sur la transition énergétique. Une remise à niveau pour être en phase avec les nouvelles exigences, reconstruire et de rénover des villes durables africaines. Des techniques innovantes leur sont rappelées pour répondre aux défis. Les villes africaines consomment une grande quantité d'énergie. Et ceux qui consomment ces villes, il est très important de les mettre devant les réalités de cette question de transition énergétique pour que, depuis à la phase de conception, les dispositions puissent être prises pour disposer un bâtiment qui va aller en parfaite harmonie avec l'environnement
pour que nos villes ne soient pas des facteurs de destruction de nos environnements fragiles, pour que les bâtiments qui sortent maintenant de construction ne soient pas des bâtiments énergétivores. La transition énergétique pour l'aménagement urbain devient un défi pour l'État togolais. Il met l'accent sur la mise en valeur des matériaux locaux pour promouvoir le développement durable adapté aux besoins actuels. Nous devons penser désormais comment allier l'utilisation des matériaux locaux pour bâtir notre société, pour bâtir notre civilisation. Ces grandes questions sont livrées donc aux architectes qui doivent penser les grandes questions et les grandes mutations de demain. Il n'y a aujourd'hui un avenir pour aucun métier qui ne s'inscrive durablement dans le développement. Cette session de formation regroupe les 14 nationalités qui forment l'EAMO, sélectionnés sur présentation de projets à réaliser dans leurs pays respectifs. À l'étranger, en bref, l'armée congolaise qui a notamment déployé dans l'est de la RDC 2 avions de chasse a bombardé ce matin des positions du mouvement rebelle M23. Écho de la COP27 en Égypte, quels enjeux pour le continent africain qui subit de plein fouet le changement climatique? Les mesures qui pouvaient être prises lors de cette conférence devraient donc s'adresser en priorité à l'Afrique. La première journée d'échange de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, a été consacrée aux pertes et dommages. Lundi, l'ordre du jour a été félicité par le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, qui a appelé à une meilleure protection des océans et à une augmentation des financements pour renforcer la résilience climatique des États insulaires et côtiers. L'agenda du projet sur les pertes et dommages est très important. Parmi les petits États insulaires, nous faisons vraiment pression dans ce sens. J'ai annoncé précédemment que l'année prochaine, les Seychelles protégeront la mer, les forêts de mangroves et les prairies sous-marines à 100%. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire du carbone bleu. L'idée selon laquelle les pays riches devraient soutenir financièrement les États plus pauvres qui sont en première ligne des effets du changement climatique, connu sous le nom de pertes et dommages, est une priorité centrale pour les nations insulaires depuis 30 ans. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a lui insisté sur la nécessaire adaptation des économies et des formations. Nous sommes maintenant dans une course contre la montre. Nous devons faire en sorte de nous adapter et une partie de l'adaptation consistera à développer nos économies pour qu'elles puissent maintenir la dynamique de la croissance. Elle consistera aussi à investir dans nos jeunes afin de s'assurer qu'ils acquièrent les bonnes compétences en matière d'éducation pour être compétitifs dans le monde, et à mesurer les niveaux de température et les niveaux d'impact des modèles météorologiques défavorables sur notre agriculture, nos systèmes alimentaires et nos infrastructures. Les deux chefs d'État se sont exprimés lors d'un événement africain en marge de la Grande Muraille Bleue qui vise à accélérer l'action en faveur des océans. Santé au Togo et cap sur Elavagnon dans l'Est Mono où vient d'être lancée une consultation foraine bucco-dentaire au profit des populations rurales. Pour toutes celles et ceux qui ont de ces problèmes peuvent aller se faire soigner gratuitement du 7 au 11 novembre. Une action de l'association togolaise pour les soins bucco-dentaires avec l'appui du PNUD. Silver Abdou. Sous la dent de cette patiente, un dispositif pour analyser via cet appareil connecté à l'ordinateur l'état bucco-dentaire de la patiente. Une analyse pour identifier le type de pathologie bucco-dentaire dont elle souffre afin de lui offrir un grand sourire. Nous venons ici soigner les populations. D'abord, les informer sur l'existence des maladies bucco-dentaires, les dangers des maladies bucco-dentaires sur la santé de l'individu, les dangers des infections bucco-dentaires sur l'organisme, leur apprendre surtout à prévenir ces affections bucco-dentaires par la conduite d'une bonne hygiène bucco-dentaire de la bouche et des dents. Cette consultation gratuite en soins bucco-dentaires est lancée ici à Elavagnon dans l'Est Moudou au profit des populations de la dite préfecture. Plusieurs pathologies bucco-dentaires seront prises en charge pour aider les populations des milieux ruraux à garder une santé saine. Le cas de cette patiente atteinte d'une carie. La carie qui était ici, là, j'ai nettoyé et j'ai fait là une restauration. Je n'ai pas enlevé, mais c'est une dent à conserver. Après ça, maintenant, elle va passer pour qu'on puisse faire son détartrage
pour donner une hygiène très propre dans la bouche. Dans la même journée, j'ai acheté des produits fatigués. Je suis satisfaite pour le traitement. C'est très bon. Je me sens bien. La consultation est assurée par l'association togolaise en soins bucco-dentaires qui est munie d'une technologie haut de gamme pour offrir des soins bucco-dentaires de qualité aux bénéficiaires. Nous allons soigner toutes les pathologies bucco-dentaires qui vont se présenter à nous. Nous avons amené l'équipement nécessaire et requis. Tout le monde sera pris en charge. Et souvenez-vous, nous avons déjà soigné 2700 patients l'année passée. Cette année, dans la Kéra, on a déjà soigné 957. Je présume que dans la préfecture de l'Est-Mono, on va dépasser 1000 patients, c'est certain. 4 localités vont être sillonnées par l'équipe de médecins spécialisés et compte prendre en charge au moins 1000 patients dans la dite préfecture. Cette équipe est appuyée par le PNUD qui davantage soutient le gouvernement togolais dans ses projets. C'est pour essayer de renforcer l'accessibilité des populations rurales aux soins de santé spécialisés. Lorsqu'on a dans une préfecture un seul hôpital public et avec 1 ou 2 médecins déployés dans la préfecture, les populations vivant au-delà de 5 km ont une grande difficulté d'avoir accès aux soins, beaucoup plus les soins spécialisés. D'où cette consultation foraine et de distribution de médicaments. Elle s'inscrit dans le contexte du projet Promotion de l'accès aux soins bucco-dentaires, un projet pour mieux rapprocher les soins dentaires des populations rurales. Il est offert au CHU de Kara une ambulance, des lits à l'unité de soins périphériques de l'Amakpeda dans la préfecture de la Kosa, dont fait par l'ONG CEAPIC et partenaire pour soutenir les efforts du gouvernement pour une bonne prise en charge des patients. Nestor Mouzou. L'ambulance dont a bénéficié le centre hospitalier universitaire CHU Kara est une sorte de salle de réanimation mobile. Un aspirateur de mucosité électrique, une valise contenant un kit d'urgence, des bouteilles d'oxygène avec mano détendeur et un aspirateur manuel. Voilà entre autres les équipements de l'ambulance, équipements adaptés pour un transport médical sécurisé. En septembre dernier, j'ai fait une requête que j'ai adressée au ministère de la Santé, signifiant que l'ambulance que le CHU exploitait avait subi une panne sérieuse et qu'il nous fallait avoir une nouvelle ambulance. Donc ce don tombe à point nommé. 60 millions de francs CFA, c'est le coût de l'ambulance. Elle est offerte au CHU Kara par l'ONG CEAPIC, Centre d'études et d'action pour la promotion des initiatives communautaires. Nous avions déjà fait quelques dons à l'endroit du CHU de Kara. On n'agit pas seul, c'est des partenaires nationaux et internationaux qui nous aident. Monsieur le préfet a parlé du CHR de Kara comme pour un prochain don d'ambulance. Bon, on va aller mobiliser des partenaires pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Au-delà des populations, nous sommes tous concernés. Vous savez, on pense aux gens, mais demain, c'est quelqu'un de notre famille, c'est nous-mêmes qui allons en avoir besoin. En dehors du CHU Kara, l'unité de soins périphériques USP de l'Amakpeda dans la Kosa a aussi bénéficié de dons. Ici, ce sont 10 lits médicalisés qui ont été octroyés par CEAPIC et son partenaire Project West Afrique. Lors de notre visite l'année passée, c'est là où on a fait le constat que l'USP a besoin de matériels médicaux. Donc c'est là où l'idée est venue. L'objectif, c'est d'améliorer le plateau technique du USP, l'Amakpeda. Sensible à ces gestes, le préfet de la Kosa, le colonel Hemo Badiba Obakali, a témoigné sa gratitude et celle des bénéficiaires aux donateurs. Il a souligné que par leurs actions, ils contribuent à concrétiser la quête du gouvernement d'offrir des soins de qualité aux populations. Demain s'ouvre à Lomé une formation pour le renforcement des liens techniques commerciaux et de marketing entre les femmes à travers les chaînes de valeur du café dans les États membres de l'ACRAM, l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec d'abord Hilary Barry, directrice de la fondation Lady Agri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel rôle jouent les femmes dans la filière café?
Donc les femmes jouent un rôle très critique dans la filière café, vraiment de la cerise jusqu'à la tasse. Et malheureusement, traditionnellement, elles ne sont ni visibles ni assez valorisées pour leur rôle et leurs actions quotidiennes et chaque année pour qu'on assure qu'on a un café de qualité sur le marché. Donc, elles sont critiques et notre objectif cette semaine, vraiment, c'est pour les mettre au sein d'un programme clé qui est financé par l'Union européenne et qui est exécuté par ITC, l'Agence des Nations Unies qui soutient les PME-PMI. Et donc, on est ensemble avec des femmes leaders de 5 pays cette semaine pour justement à travailler sur des plans d'action concrètes, comment on peut soutenir les femmes. Le marché du café est un peu volatile. Que faire pour inciter les jeunes et les femmes à s'investir pleinement dans la filière café? C'est vrai qu'on a vécu certains les hauts et les bas dans le marché et dans la filière café. La bonne nouvelle, c'est que en fait, pour le moment, les prix sont assez hauts. Et donc, c'est une vraie opportunité pour nos pays africains qui produisent le café Robusta, comme le Togo. Et donc, avec un marché qui est demandeur, bien sûr, c'est plus facile d'inciter les jeunes et les femmes. Mais pour profiter de ce marché, il faut être équipé. Donc, techniquement, au niveau d'une assistance technique de qualité, il faut avoir accès à un financement, aussi une finance qui est appropriée pour développer la filière. Donc, il faut un capital patient. Et la troisième chose, c'est l'accès au marché. Et donc, cette semaine, on va justement travailler sur ces aspects de qualité, les exigences du marché, pour que les femmes soient pleinement équipées, justement, à saisir ces opportunités. Et quelle stratégie pour valoriser le café et permettre aux femmes de tirer profit du travail qu'elles font dans ce secteur? Ben justement, notre stratégie, c'est de lier les femmes à chaque maillon de la filière. Donc, les femmes au sein des associations et les groupements d'intérêt économique à la base, liées, elles, avec les coopératifs qui peuvent faire un conditionnement en premier lieu, après celles qui font les torréfactions, et bien sûr les PME-PMI qui, voilà, encore une bonne nouvelle, sont principalement dirigées par les femmes. Et elles-mêmes, après, elles sont en train de développer et cultiver une vraie culture café maintenant, parce qu'il faut consommer localement qu'est-ce qu'on produit. Donc, voilà. Merci Hilary Barry d'être passée sur ce plateau. Merci pour cet éclairage. Et bien avant de recevoir le second invité, ce communiqué du ministre de la Santé. Il nous a été donné de constater que certains individus et certaines sociétés se réclamant de la promotion de la santé proposent des prestations aux populations sans avis ni autorisation du ministère en charge de la santé. Ces individus et sociétés vont jusqu'à diffuser des publicités tapageuses dans certains médias et sur des réseaux sociaux en promettant des prestations contre paiement de sommes exorbitantes qui frisent l'escroquerie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins déplore cette situation et rappelle que ces genres de comportements sont contraires aux principes déontologiques en matière de santé. Il rappelle également que de tels actes exposent la vie des populations aux dangers sanitaires. Le Code de la santé, en ses articles 322 et 323, autorise la promotion de la santé, mais pas la publicité sur les prestations ni les médicaments. Il en est de même de l'arrêté numéro 092-MSPS-CAB-SG-DGAS-DESR en son article 25 portant conditions d'autorisation de l'exercice en clientèle privée d'une profession médicale ou paramédicale. À cet effet, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins met en garde les auteurs de ces initiatives et rappelle que de tels actes sont punis par la loi.
Des instructions ont été données aux services techniques pour renforcer la surveillance et le contrôle afin de contribuer à interpeller quiconque s'adonnerait à de telles pratiques. Par ailleurs, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite la population à rester vigilante en évitant ces vendeurs d'illusions afin de préserver sa santé. Il compte sur le civisme et la vigilance de tous pour dénoncer ces auteurs malveillants dans notre pays. Fête à Lomé le 8 novembre 2022, professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Voilà donc pour ce communiqué du ministre de la Santé. Revenons à notre sujet initial, donc la rencontre de demain, la formation pour le renforcement des liens techniques, commerciaux et de marketing entre les femmes à travers les chaînes de valeur du café dans les États membres de l'ACRAM, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Et une fois encore, pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec honorable Tamano Ndam Njoya. Patricia, c'est ça? Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, les changements climatiques impactent à coup sûr la production du café. Que font les femmes pour maintenir le cap? Merci. Cela tombe bien parce que nous assistons depuis 2 jours à l'ouverture de la COP27 en Égypte à Sharm el-Sheikh. Les défis climatiques touchent les femmes dans le domaine du café, bien évidemment. Et dans le cadre de la CRAM, le comité JAR, dont je suis la présidente, depuis 2013, a bien défini dans son plan d'action une série d'activités pour permettre déjà la pleine participation des femmes dans la filière. Vous savez, les femmes sont les plus nombreuses, les femmes sont les plus organisées et il se trouve que dans la filière café, pour qu'il y ait des actions dans le domaine des changements climatiques, il faut qu'on puisse se focaliser sur la bonne formation des femmes en pratique culturelle. Et il y a donc c'est important aujourd'hui de promouvoir le regroupement des femmes parce que quand elles sont mobilisées, cela va le mieux. Et de les autonomiser, ce sont là les directions d'action de la CRAM. Et surtout, ce qui est important de savoir aussi, c'est que aujourd'hui, il ne pleut plus assez et le café a besoin d'eau pour pouvoir fleurir. Et donc, il faut des techniques d'arrosage avec le photovoltaïque, les énergies renouvelables. Quand il y a des formations, les femmes comprennent que sans oiseaux dans les plantations de café, sans abeilles dans les plantations de café, on ne peut pas attester de la bonne biodiversité. Donc, les femmes, elles peuvent être amenées à pouvoir avoir des ruches pour de l'apiculture. Et dans le fond, les plantations de café sont des véritables puits de carbone. Donc, avec la reforestation, il faut à chaque fois qu'elles puissent être outillées pour pouvoir remplacer les pieds de café. Il faut bien sûr qu'il y ait la diversité dans les plantations parce que en contre-saison, les femmes peuvent s'en sortir si elles ont d'autres cultures dans les plantations de café. Donc, c'est autant d'actions qu'au niveau de ACRAM, les femmes qui sont regroupées dans chaque pays et au niveau régional, c'est autant d'actions et d'activités auxquelles on les pousse à participer. Donc, outillées ainsi, elles peuvent entreprendre de pouvoir s'en sortir par rapport au changement climatique. Alors, qu'est-ce qui se fera concrètement demain à l'ouverture de ce forum?
Comme vous l'avez dit tantôt, et d'ailleurs Madame Hilary Barry, elle l'a assez dit également, ici nous devons sortir avec une feuille de route. Une feuille de route qui va en même temps promouvoir tout ce développement dans chaque pays membre de la CRAM et au niveau régional. Il sera question de faire en sorte que, à travers la bonne gouvernance à tous les niveaux d'opération, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit au niveau de la commercialisation, il faut que les femmes membres des pays de la CRAM dans le domaine du café puissent à travers des clusters, parce qu'on va développer la capacité organisationnelle des femmes dans chaque pays au niveau régional, au niveau de leur capacité organisationnelle dans chaque groupe, qu'elles soient des productrices ou qu'elles soient des transformatrices ou qu'elles soient des commerçantes. Et donc, à travers une bonne communication, à travers un lien avec le système financier, les banques, eh bien, on est sûr qu'il y aura une plus-value parce que c'est en fait ce dont il est question. L'objectif visé, c'est de faire en sorte que les conditions de vie des femmes dans le café puissent être améliorées dans tous les domaines culturels, économiques, sociaux, environnemental. On parlait du changement climatique tout à l'heure. Donc, vous voyez que ça se lie, c'est un tout. Et donc, la femme ainsi capacité va pouvoir mieux s'en sortir et relever tous les défis de précarité dont elle fait face généralement dans le secteur. Merci, honorable Tomeno Dame Njoya Patricia. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la Maison du Café. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci. C'est parti pour la 5e édition du festival Club d'anglais. L'événement est lancé à Lomé. L'idée, c'est de permettre aux lycéens et universitaires d'avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise et de pouvoir travailler en synergie avec les entreprises. Edwige Soji, Edwige Atakpa Bassabi nous en disent plus. Reportage présenté par Marie-Ange Bida. Le concours Festival Club anglais est lancé. C'est la 5e édition. Au programme, différents jeux autour desquels les jeunes vont s'affronter. La langue de rigueur, l'anglais. Par ce canal, l'association CEPA veut ratisser plus large. Le but de ces compétitions est de les stimuler et pour qu'ils aient l'engouement pour l'utilisation de la langue anglaise qui devient de plus en plus incontournable dans le monde, et spécialement pour nous, les Togolais, et l'adhésion récente de notre pays au Commonwealth fait de l'anglais un outil indispensable. Les clubs sont sélectionnés par région, ils vont travailler avec leur coach et participer aux formations après s'inscrire. L'anglais est utilisé un peu partout dans le monde. Langue commerciale, elle ouvre bien de portes, d'où l'intérêt pour les responsables du CEPA. CEPA, ça veut dire tout simplement Culture and English Promotion Association. C'est une association que nous avons créée pour la promotion de la langue anglaise au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Et qu'est-ce que nous faisons chaque année? Nous organisons des compétitions interscolaires comme questions pour champion, mais pour nous c'est purement en anglais, comme on dit, quiz. Nous posons des questions de grammaire, de vocabulaire, d'expression écrite, orale, et pour donner encore l'accent à la promotion de l'anglais. Le concours se déroulera en 3 phases. Les participants, ce sont les élèves, les étudiants et le personnel d'entreprise. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le magazine de l'économie avec Mathias Touglo. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niasimbe. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.